Juin 1950. Des centaines de chars d'assaut nord-coréens franchissent le 38e parallèle et lancent une attaque surprise contre la Corée du Sud. Les Nord-Coréens étaient agressifs. On n'en voyait pas la fin. Pour contrer l'invasion, un peloton mal équipé des forces armées américaines s'engage immédiatement dans la bataille. Il a fallu donner tout ce qu'on avait pour en sortir vivant. Et ce n'est que le début d'un des conflits les plus violents du XXe siècle. Soudain, c'était l'apocalypse. Ils sortaient de tous les côtés, mais on les a tous eus. L'histoire oublie souvent que la guerre de Corée était aussi une bataille de chars d'assaut. Je me suis dit, ça y est. Nous sommes à Panmunjom en Corée. Ce petit village est situé sur le 38e parallèle, la frontière de fait qui scinde la péninsule coréenne en deux. Ici, les Nord-Coréens et les Sud-Coréens se font face. La tension est palpable. Un seul faux mouvement pourrait relancer une guerre qui a commencé il y a plus de 60 ans. Le 25 juin 1950, 120 000 soldats nord-coréens, menés par plusieurs chars d'assaut, traversent la frontière qui les sépare de la Corée du Sud. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est une nation divisée. Au sud, une république appuyée par les Américains, et au nord, un régime communiste soutenu par l'Union soviétique. Dans l'espoir de faire des deux Corées un pays uni et communiste, l'Union soviétique fournit à la Corée du Nord des conseillers militaires, des entraîneurs et surtout des armes. Pour l'invasion, la Corée du Nord accumule plus de 1100 canons lourds, 120 000 soldats et 250 chars d'assaut T-34. Il l'emporte en nombre sur la Corée du Sud, qui a moins de 230 canons lourds, 68 000 soldats et aucun char. Les Sud-Coréens étaient peu entraînés pour la guerre conventionnelle et ils n'avaient pas les armes nécessaires pour se défendre contre l'artillerie et les chars de la Corée du Nord. Leur plan, anéantir les forces de défense frontalières sud-coréennes, s'emparer de la capitale de Séoul et continuer vers le sud. Ils comptent sur l'effet de surprise et sur une force extrême et expéditive. La stratégie nord-coréenne était d'écraser l'infanterie et de créer la confusion derrière les lignes. C'est un peu le concept de Blitzkrieg, mais à plus petite échelle. Le Blitzkrieg s'avère efficace. En peu de temps, l'armée de la Corée du Nord vient à bout des défenses sud-coréennes sur le 38e parallèle. Le 28 juin, elle est déjà à Séoul. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les Nations Unies interviennent. Quelques centaines de soldats américains sont déployés depuis leur garnison au Japon. Leur mission est de stopper l'avancement de la Corée du Nord en attendant les renforts. Le 5 juillet, les soldats de la Task Force Smith, équipés d'armes légères, prennent position près d'Osan, directement sur la trajectoire des Nord-Coréens. La plupart des GI devaient penser que les forces nord-coréennes seraient inférieures parce qu'il s'agissait d'une armée asiatique. Mais ils ont vite compris qu'ils étaient coriaces. On est arrivé à 5 heures du matin et ils nous ont attaqués dès 7 heures. Il fallait maintenir notre défense sur la colline.
Derrière leurs chars, il y avait des camions remplis de soldats. Quelqu'un a estimé qu'ils avaient 2 divisions derrière ces chars. On était inférieurs en nombre. 406 hommes contre 2 divisions et plusieurs chars d'assaut. Le char de combat principal de la Corée du Nord était le char soviétique T-34-85. Doté d'un blindage frontal incliné de 45 mm et armé d'un canon principal de 85 mm. Pour plusieurs, le T-34-85 était le meilleur char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale. Un de nos hommes s'est approché, il a ouvert l'écoutille, il a laissé tomber une grenade à l'intérieur. Il les a empêchés de sortir et le char a explosé. On s'est mis à tirer sur eux avec un bazooka. Ça n'a pas marché. Les roquettes rebondissaient comme des balles de tennis. On a atteint la même cible 20 fois. Ça n'a eu aucun effet. On était complètement encerclés. Il fallait donner tout ce qu'on avait pour en sortir vivant. Ils gagnaient du terrain en tirant sur nous. Plusieurs de mes camarades sont morts en creusant des tranchées en première ligne. Parfois, je revois leur visage. On se battait pour rester en vie. Mais on n'y arrivait pas. On était à l'arrière-garde et on tentait de rester en position pour les repousser. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait un tunnel plus loin et on pouvait voir les ingénieurs percer des trous et installer de la dynamite dans la structure. Ils ont tout relié à un détonateur. On essayait de les attirer vers le tunnel. L'explosion aurait fait sauter toutes les munitions. Mais le sergent a donné l'ordre de le faire sauter plus tôt et de battre en retraite. Il fallait se dépêcher pour ne pas être pris au piège. Ils étaient 20 fois plus forts que nous. Après 7 longues heures de bataille au front, les GI américains doivent se replier. Dans les 24 premières heures, la moitié des hommes de la Task Force Smith sont morts, blessés ou capturés. La Corée du Nord continue son avancée. Les commandants de chars américains essaient tant bien que mal d'obtenir du renfort. Des milliers de soldats américains arrivent sur les lieux, incluant un bataillon de chars légers de reconnaissance M24. Le M24 est un char plus rapide que résistant. Sa coque est équipée d'un blindage de 25 mm et d'un canon principal à faible portée de 75 mm. Le M24 n'a pas la force nécessaire pour combattre un char T-34. Malgré son désavantage, le bataillon fera face aux chars de l'armée nord-coréenne. On se dirigeait vers eux. On était sur le dessus de la colline. Et on se prêtait à descendre quand on a aperçu 2 T-34 dans la vallée. Les forces aériennes sont arrivées et les ont bombardés. Un des chars a pris feu et les 2 avions sont repartis. Ils croyaient avoir atteint les 2 cibles parce qu'ils ne bougeaient plus. Quand ils sont repartis, le premier char s'est mis à bouger, mais il était en feu. Le commandant a dit « ne devrait pas être capable d'avancer dans cet état ». En fait, c'était le 2e char qui poussait le premier pour dégager la route.
Il se dirigeait droit sur nous. Le commandant de char estimait à une distance de 200 mètres. J'ai ajusté mes appareils et j'ai visé le char. Dès que je l'ai eu en joue, je l'ai tiré. J'ai atteint le haut de l'écoutille ouverte où était positionné le conducteur. L'obus a ricoché comme si je tirais un éléphant avec une carabine à plomb. Le commandant a crié « Feu à volonté ». Je l'ai atteint une deuxième fois et une troisième fois. Mais les trois obus ont ricoché. L'ennemi devait rire de moi. Leur canon de 85 mm avait l'air d'un poteau de téléphone comparé au nôtre. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On était touchés. Mais on a eu de la chance. L'obus a atteint la partie la plus épaisse, le blindage de 75 mm. S'il avait atteint une partie qui n'était pas blindée à 75 mm, on serait tous morts. Tous les chars de notre bataillon ont été anéantis en peu de temps. À la fin juillet, la Corée du Nord a gagné plus de 400 km vers le sud. Les Américains et les Sud-Coréens forment un périmètre de défense autour de la ville portuaire de Pusan. On avait peur de ce qui s'en venait. Ils allaient nous pousser dans l'océan. Avant que les renforts arrivent, ça n'allait pas bien pour nous. Pas bien du tout. Le 25 juin 1950. Des centaines de chars d'assaut soviétiques T-34, flanqués de 120 000 soldats nord-coréens, traversent le 38e parallèle pour envahir la Corée du Sud. Les Nations Unies dénoncent cette attaque et envoient une avant-garde américaine sur la péninsule pour soutenir l'armée sud-coréenne. Mais les troupes américaines et sud-coréennes ne font pas le poids contre la Corée du Nord. Avant la fin de juillet, ils sont embouteillés dans le périmètre de défense entourant Pusan. La défaite est imminente. Le commandement américain tente désespérément de rassembler plus d'hommes, d'équipements et surtout de chars d'assaut. On est arrivé juste à temps pour repousser les Nord-Coréens. On avait juste assez de chars pour leur faire croire qu'on couvrait tout le front. Mais ce n'était pas le cas. Nos M4 ne se déplaçaient qu'à 50 km/h. Le Sherman M4A3E8 est le char principal utilisé par les Américains durant la guerre en Corée. Le Sherman a fait ses débuts dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui différencie celui-ci des modèles précédents est son canon à haute vitesse de 76 mm, en plus de sa rapidité et de son agilité. On était sur la rive est du Nakdang et l'ennemi était de l'autre côté. Le second bataillon avait pour mission de se positionner dans le haut de la colline, à gauche de la route, et notre bataillon vers la droite face au fleuve. On attendait l'ennemi, mais on ne le voyait pas encore. On attendait de voir ce qui allait se passer. C'est à ce moment-là qu'on l'a entendu. À ma gauche, de l'autre côté de la route, un char ennemi ouvrait le feu. Je crois que c'était la compagnie F qu'il visait, sur la colline. Je voyais les explosions causées par les obus, et j'imaginais les blessés.
Je me suis tout de suite mis à chercher le char ennemi et je l'ai repéré quand il a tiré grâce au feu de bouche. On était en position défilée derrière la colline. On montait au sommet, on tirait sur l'ennemi, on redescendait la pente et on remontait encore pour tirer. Mon objectif principal était d'attirer les obus vers moi, pour donner une chance aux soldats qui étaient à découvert. Le char a tiré dans ma direction et on a échangé des coups de feu. Un obus est passé juste au-dessus de nous. Il nous avait presque eu. L'ennemi a finalement arrêté de tirer. On l'avait probablement endommagé. J'avais fait mon travail. Ensuite, les avions sont venus lancer leurs bombes au napalm. Et c'était le silence total. Bien que les forces américaines soient numériquement inférieures, elles arrivent à empêcher la Corée du Nord de percer le périmètre de Pusan. Les frappes aériennes américaines causent le chaos durant la journée. Les Nord-Coréens se mettent à attaquer durant la nuit, au moment où les chars d'assaut américains sont le plus vulnérables. Je savais qu'ils allaient attaquer cette nuit-là. L'ennemi avait déjà traversé la rivière. S'ils étaient arrivés de notre côté en après-midi, ils allaient attaquer dans la nuit. Quand il fait noir, si on n'est pas sur nos gardes, on risque de perdre notre char. Si l'ennemi ne sait pas où on est, il fera tout pour nous faire ouvrir le feu et dévoiler notre position. Ensuite, ils n'ont qu'à envoyer leurs soldats pour piéger nos chars. C'est pour ça qu'on essaie de ne jamais ouvrir le feu la nuit. On avait installé un avant-poste au loin et on l'avait piégé. S'il y avait une explosion, c'est qu'il y avait des soldats. Quand les pièges se sont déclenchés, j'ai examiné l'horizon et j'ai perçu du mouvement. Ils approchaient. Ils ont ouvert le feu. Une des roquettes a frappé le blindage incliné. Tout à coup, ça m'a explosé en plein visage. J'étais complètement assommé. Ils avaient frappé en plein dans le mille. J'ai eu mal à la tête pendant un bon bout de temps. J'ai dit au commandant de l'autre char d'ouvrir le feu, en même temps que moi. J'allais tirer à droite et lui à gauche. On allait les prendre en feu croisé. De cette façon, on force l'ennemi à courir dans le sens opposé, vers le milieu. Le but est de les attrouper pour les abattre. Quand on a cessé de tirer, tout ce qu'on pouvait entendre, c'était les cris des soldats blessés. On avait gagné cette nuit-là. Au début du mois d'août, les attaques nord-coréennes s'atténuent. Après 6 semaines de combat, ils ont perdu près de 30% de leur force initiale. Chaque jour, les forces des Nations Unies prennent de l'ampleur sur le périmètre de Pusan, alimentés par les renforts en provenance de la ville portuaire. Les Nord-Coréens doivent agir rapidement. Ils rassemblent ce qui reste de leurs forces et se préparent à lancer une dernière attaque blindée dans l'espoir de prendre Pusan et de compléter l'invasion de la Corée.
Juillet 1950. Après une semaine de combats désespérés, les forces des Nations Unies, en manque de personnel et d'équipement, arrivent à conserver leur position sur la péninsule coréenne. Avec l'arrivée de troupes, de munitions et de chars d'assaut supplémentaires, les Nations Unies reprennent des forces et la Corée du Nord subit des pertes importantes. Au mois d'août, leurs forces ne sont plus aussi imposantes qu'elles l'étaient. Pressés par le temps, les Nord-Coréens lancent une dernière offensive. Ils préparent un assaut sur 2 fronts pour pénétrer les lignes des Nations Unies, à Masan et par le fleuve Nakdong, près de la ville de Daegu. On a livré notre premier combat quand les T-34 ont traversé le Nakdong pour pénétrer le périmètre de Pusan. Mais ils n'ont pas réussi à briser la ligne des M26. On était camouflés. Ils ne savaient pas qu'on était là. Le chef de peloton nous a donné l'ordre d'attendre son signal avant de tirer. Il a donné à chacun de nos chars un ennemi à viser. La distance était calculée. On était prêts. Et il a crié « Feu !» Le Pershing M26 se spécialise dans le combat entre chars. Protégé d'un blindage de 76 mm et armé d'un canon principal de 90 mm, le M26 est plus qu'adéquat pour faire face au T-34. On tirait des projectiles perforants à une vitesse initiale de 1480 mètres par seconde. On peut dire que l'obus faisait carrément sauter la tourelle. C'était fini pour eux. L'explosion arrachait le métal. Ils étaient sous le choc. Ils n'ont jamais tiré sur nous. Ils essayaient plutôt de s'enfuir. Il y avait des morceaux de char partout. On en a eu 4 autres en fuite. Rendus là, nous n'avions plus peur des T-34. La dernière tentative de la Corée du Nord s'effrite et les forces des Nations Unies passent à l'offensive. Le plan ? Débarquer les Marines américains à Incheon pour avancer vers l'Est pendant que les forces des Nations Unies sortent du périmètre de Pusan et repoussent l'ennemi vers le nord. L'objectif est d'intercepter et de détruire l'armée nord-coréenne en fuite. On a croisé des T-34 en repli. Il y en avait un qui sortait d'une petite route ou d'une rizière à environ 1 kilomètre. Dès qu'on tirait, on se déplaçait pour ne pas rester au même endroit. Les projectiles passaient au-dessus de nous. Je ne sais pas pourquoi ils rataient la cible. Je l'ai atteint sur la tourelle, mais le projectile a ricoché. Ce n'est pas facile d'atteindre une cible en mouvement avec le M4. La visibilité est réduite. En ouvrant la culasse, on arrive à voir l'ennemi à travers le tube du canon, si on est assez proche. On insère l'obus et on tire. L'artilleur en a projeté un directement dans le canon du T-34. Et il a épluché comme une banane. Il devait avoir une cartouche dans la chambre parce que la tourelle a éclaté. C'était spectaculaire. Le T-34 a prouvé sa valeur durant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est parce que les Russes savaient les utiliser. Les Nord-Coréens n'étaient pas aussi habiles. Leurs soldats n'étaient pas habitués aux chars d'assaut. Ils ne représentaient pas vraiment une menace pour nous.
Mais l'infanterie, c'était une autre histoire. Ils se faufilaient près de nos chars et lançaient des grenades dans le compartiment moteur. Sur la route, le char à l'arrière gardait sa tourelle pointée vers l'arrière. Le deuxième couvrait la gauche, le troisième couvrait la droite et le guide couvrait l'avant. C'est comme ça qu'on se protégeait. Si des Nord-Coréens chargeaient vers nous, on ouvrait le feu. Les Nord-Coréens chargeaient les yeux fermés, un peu comme les attaques kamikazes des Japonais. Dans une escarmouche en particulier, plusieurs Nord-Coréens avaient grimpé sur nos chars. L'artilleur tournait la tourelle pour les faire tomber. Le char à l'avant a vu ce qui se passait. Il a tourné sa tourelle vers nous et s'est mis à tirer. Ils sortaient de tous les côtés, mais on les a tous eus. Je me souviens qu'à quelques reprises, ils tiraient sur nous avec leurs armes à feu. C'était comme s'ils lançaient des grains de maïs sur une boîte de conserve. Les Nord-Coréens en retraite résistent désespérément à l'avancée progressive des forces de MacArthur. En octobre, les dernières troupes ennemies sont repoussées au-delà du 38e parallèle. Les soldats américains prévoient être de retour à la maison pour Noël. Mais ils sauront plus tard que la guerre de Corée est loin d'être terminée. MacArthur voulait aller jusqu'au bout. Le 7 octobre 1950. 4 semaines après leur sortie du périmètre de Pusan, les forces des Nations Unies avancent vers le nord, repoussant l'armée affaiblie de la Corée du Nord au-delà du 38e parallèle. On pensait que c'était fini et qu'on serait rentré pour Noël. Mais le général MacArthur avait autre chose en tête. Ils ne se doutaient pas qu'on traverserait le 38e parallèle. Mais MacArthur voulait aller jusqu'au bout. La compagnie B du 70e bataillon de chars était la première unité à entrer dans Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Ils avaient enterré des chars d'assaut le long des rues. Alors on a contourné la ville et on est entré par le nord. Ils pouvaient seulement faire pivoter leurs tourelles pour tirer. Avant qu'ils aient pu les déterrer et les retourner, on les a détruits. À la mi-octobre, les forces américaines occupent Pyongyang, mais la guerre n'est pas terminée. Décidé à poursuivre et détruire la totalité de l'armée communiste, le général MacArthur envoie des troupes et des chars d'assaut dans la région montagneuse du centre de la Corée du Nord. Avant la dernière semaine de novembre, ils atteignent le fleuve Yalu, à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. La nuit du 25 novembre, on poussait vers le nord le long de la rivière Chongchong. Notre trajectoire était circulaire, comme font les cow-boys dans les films, avec les wagons et les Indiens. J'ai laissé mes camarades dormir pendant que je montais la garde. Il devait être environ 21 heures. Dans la vallée, je voyais 2 ou 3 petits feux, mais aucun mouvement. Tout était calme. J'étais assis là,
Je pensais aux joies de Noël et au fait que j'aurais aimé être chez moi pour voir les visages souriants de ma famille. Soudain, c'était l'apocalypse. La compagnie A a été touchée plus durement. Les balles venaient de plus haut, en contre-plongée. Alors j'ai dit à mes hommes de retourner le char. Instinctivement, quand les coups de feu ont cessé, j'ai su qu'il viendrait une vague de la même force de l'autre côté. C'est une manœuvre qu'on appelle le mouvement en tenaille. Je les attendais de pied ferme. Je surveillais au loin. Et comme je l'avais prévu, j'ai vu l'ennemi avancer en provenance de la rivière. On était déjà prêt à les abattre. J'ai donné l'ordre de préparer 5 obus à retardement de 76 mm. On était prêt à tirer. J'ai interpellé l'ennemi. Stop, qui va là? Mais il continuait d'avancer. Alors j'ai crié « Feu !» L'obus a rebondi sur le sol et a explosé au-dessus de leur tête. On les a tous eus. Dès que le soleil s'est levé, un de nos hommes est venu me demander s'il pouvait aller sur le champ de bataille pour apporter un souvenir. Je lui ai dit non. Il pouvait y avoir encore des troupes ennemies plus loin. Il est allé quand même. Il s'est avancé à 30 mètres environ. Pas plus que ça. Et il est revenu en courant et en criant « Sergent Reyna, ce sont des Chinois !» Le sergent Reyna venait de rencontrer la première vague d'une vaste offensive chinoise de 300 000 soldats, prêts à envahir la Corée pour y expulser les forces des Nations Unies. Après 7 longues semaines de progression en Corée du Nord, les forces des Nations Unies arrivent au fleuve Yalu, sur la frontière chinoise. L'armée nord-coréenne semble enfin vaincue. Mais dans la nuit du 25 novembre, les Américains et les Sud-Coréens sont attaqués. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Nord-Coréens, mais les Chinois. Menacés par l'avancée américaine vers leurs frontières, la République populaire de Chine lance une force d'invasion de 300 000 hommes contre les troupes des Nations Unies. Les Chinois n'étaient pas bien équipés en artillerie lourde et en appui aérien. Ils avaient compris qu'ils devaient affronter l'ennemi d'une autre façon. Ils déstabilisaient les équipes d'infanterie et d'artillerie et s'arrangeaient pour que les chars d'assaut ne puissent pas être utilisés. C'était comme une forme de blitzkrieg à pied. Les Chinois remplissaient leur mission sans aucune hésitation. Ils continuaient de charger, peu importe le nombre de morts. C'était horrifiant. Un ennemi qui n'a pas de respect pour sa propre vie n'en aura pas pour la vôtre. Les forces des Nations Unies et de la Corée du Sud sont scandalisées par l'ampleur et la férocité de l'assaut chinois. Sur l'ensemble du front, les forces des Nations Unies sont facilement écrasées. Ils avaient miné la route qu'on avait prise pour se rendre au sommet de la montagne 3 jours plus tôt. La seule façon de descendre était par le côté de la montagne. C'était une pente raide. Le sergent Mann a dit « Si on reste ici, on est mort de toute façon. Allez, on y va. » Il a demandé l'avis de Billy, qui a répondu « Pourquoi pas? D'une façon ou d'une autre, on se retrouve en bas. » Le sol était recouvert de gravier, de pierres et d'argile.
C'est comme si on descendait le long d'un mur de carrière. On a glissé plus de la moitié du chemin. On a barré les chenilles et dérapé sur à peu près 500 mètres. C'était très épique. Mais Billy a réussi à garder le char droit et on a finalement atteint la vallée. Seulement 3 de nos chars sont descendus. Les autres sont restés pris au sommet. C'est là que la seconde division s'est presque fait anéantir. Ils avaient très bien préparé leur embuscade. On était pris dans ce qu'on a appelé le piège de Connery. On ne savait pas qu'il y avait autant de Chinois sur le territoire nord-coréen à ce moment-là. On n'en voyait pas la fin. Le piège faisait 30 kilomètres. Ils ont tous été tués dans cet enfer. Il fallait sortir l'équipement de là. Mais les Chinois attaquaient des 2 côtés de la vallée. La route était truffée de véhicules explosés. On a perdu 3800 hommes là-bas. Du moins, c'est ce qu'ils nous ont dit. Des blessés, des morts, des prisonniers. C'était le chaos. Il y avait de la ferraille partout. C'était une expérience terrifiante. En quelques jours seulement, les Chinois détruisent près de la moitié de la seconde division d'infanterie. Et l'histoire se répète sur l'ensemble du front. Le 28 novembre, les forces des Nations Unies battent en retraite. On a dû se replier très loin, jusqu'au sud de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. On retirait nos troupes du territoire sur lequel on s'était battu, du sol où nos camarades sont morts. Ça me crève le cœur, croyez-moi. On a dû se replier très loin, jusqu'au sud de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. On a rassemblé nos troupes et on a essayé de les repousser vers le nord. On s'est rendu jusqu'au nord de Séoul. Ce jour-là, il pleuvait et le temps était maussade. Il fallait traverser une montagne. Ce soir-là, le brouillard s'est installé. Comme on dit, il était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Je n'avais jamais vu un brouillard aussi épais. On entendait les chars ennemis. On savait qu'ils se déplaçaient. Et on se doutait qu'ils étaient sur la route. Mais on ne pouvait pas voir la route. On a ouvert grand les oreilles. J'ai amené mon char là où la route plonge de l'autre côté de la montagne. On ne voyait absolument rien. Et tout à coup, il est entré en collision avec nous. Personne ne l'avait remarqué avant qu'il nous rentre dedans. Ils ont tiré. Et ça a résonné dans tout notre char. On pouvait tourner notre canon, mais on ne pouvait pas viser l'ennemi. Leur position les empêchait aussi de tirer sur nous. J'avais peur qu'ils reculent, se dégagent et nous tirent dessus. Ça aurait été à qui tire le premier. On a tiré à la mitrailleuse.
Après un bout de temps, un de nos chars est venu nous aider. Il nous a contournés et a pris la meilleure position possible pour tirer sur l'ennemi. On a allumé nos phares et malgré la lumière, il n'était toujours pas certain de bien voir l'ennemi. Il a bien visé. Pendant les 8 prochains mois, le front de bataille avance et recule le long du 38e parallèle. Les forces des Nations Unies gagnent du terrain pour le reperdre lors des contre-attaques chinoises et nord-coréennes. À l'été 1951, un an après l'arrivée des chars d'assaut rapides et mobiles des forces américaines, la guerre de Corée aboutit à une impasse sanglante. Les chars, si essentiels au début du conflit, servent maintenant principalement de canons automoteurs. En juillet 1953, les adversaires signent un cessez-le-feu et prennent position le long de leur propre côté du 38e parallèle. Aujourd'hui, l'atmosphère entourant cette frontière lourdement armée reste tendue. Plus d'1,5 million de soldats, 15 000 pièces d'artillerie et 6 000 chars d'assaut maintiennent l'équilibre de chaque côté, prêts à terminer le conflit entamé il y a plusieurs décennies. Si tel est le cas, le char d'assaut jouera encore certainement un rôle important sur le champ de bataille coréen. Le blindé est une arme décisive. Il est dominant, rapide, et il a toute une force de frappe. L'introduction des blindés américains sur le champ de bataille coréen a retourné les événements en faveur de la Corée du Sud. Mais les deux parties en ont payé le prix fort. Uniquement dans les 6 premiers mois de la guerre, plus de 60 000 Nord-Coréens ont été blessés ou tués, et les forces américaines ont subi plus de 25 000 pertes. Un jeune homme ne devrait jamais avoir à vivre une telle expérience. Plusieurs sont morts et beaucoup ont été faits prisonniers là-bas. J'ai fait de mon mieux pour en revenir vivant. On essaie d'oublier tout ce qu'on a vu, mais c'est impossible. Il faut apprendre à vivre avec ses souvenirs.